Donc bonjour à tous, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce soir pour notre conférence mensuelle. Avant de commencer, quelques mots pour présenter notre association. Argos 2001 est une association nationale reconnue d'intérêt général dont la mission est de soutenir les personnes atteintes de troubles bipolaires ainsi que leurs proches. Notre siège social se trouve à Paris et nos antennes sont réparties dans l'Hexagone, en Polynésie française et à La Réunion. Partout, nos bénévoles proposent leur soutien grâce à nos lignes d'écoute téléphoniques nationales et locales, nos entretiens individuels, nos groupes de parole, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Vous pouvez nous retrouver dans ces interventions grâce aux coordonnées des antennes, les événements, le calendrier des activités sur notre site web www.argos2001.net. À côté de ses activités fondatrices, Argos 2001 organise chaque mois une conférence comme celle d'aujourd'hui. Et chaque année, le 30 mars, la journée mondiale des troubles bipolaires. Vous pouvez aussi nous retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Bonne conférence! Bonjour, bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Une fois de plus, vous avez répondu à notre demande traitée d'un sujet difficile. Alors, pour les spectateurs, vous pourrez poser des questions après l'exposé de monsieur Nus, et c'est exclusivement en écrivant sur le QR code. Voilà. Et c'est UNR. C'est Émilie et moi et Blandine, dès qu'elle sera arrivée, qui transmettront les questions au docteur Nus. Voilà. Alors, Ah, on a des problèmes de connexion avec Eliane. Ouais, Ouais. Eliane, ouais, tu as une connexion qui est Coupe ton image peut-être, Eliane. bas débit, ouais. En tout cas, elle a un beau sourire. Une Ouais, elle va connexion à ça. Coupe ton ouais, image, t'as une Eliane, pour connexion pouvoir instable, parler ouais, ça tranquille. m'étonne pas, ouais. On a Blandine qui se connecte. Blandine. Bonjour, docteur Nus. Bonjour Blandine, Ça va? impeccable, content de vous voir. Super. Bon, on a entendu mon message ou pas pour le... Non, pas du tout, tu peux recommencer, Eliane, on n'a rien entendu. Vous n'avez rien entendu? Non, Non, tu as été figé. Bon, alors écoutez, je suis désolée. Alors, je voulais remercier monsieur Nus et d'avoir accepté de venir faire cette conférence sur un sujet relativement difficile et que les personnes qui sont là présentes pourront poser des questions après l'exposé de monsieur Nus par l'intermédiaire du QR, là, du système questions-réponses. Et c'est Émilie, Blandine et moi qui lui transmettrons les questions pour qu'il puisse se concentrer. Voilà, monsieur, c'est à vous maintenant. Merci beaucoup Eliane, merci à toute l'équipe, Dominique, Émilie, Blandine. Alors, je vais mettre ma présentation, je la partage. Voilà, je baisse les fenêtres pour que je puisse voir. Donc, la thématique de ce soir, elle est une thématique assez générale qu'on pourrait appliquer à tous les troubles, hein, d'ailleurs, même les troubles non psychiatriques, qui pose la question, quand on souffre d'un trouble bipolaire en l'occurrence, comment est-ce on accueille le diagnostic, comment est-ce qu'on le fait déjà, comment est-ce qu'on le fait pour soi-même et comment les autres le font pour nous, et puis comment est-ce qu'on l'accepte. Et donc, ça a fait intervenir beaucoup d'ingrédients. Et ces ingrédients, je vais essayer de les voir avec vous. Je vais essayer d'être clair. Je pense que ce sera le cas. Donc, la première question qui se pose, c'est une question de sémiotique ou de sémiologie. C'est à partir de quand dit-on qu'on a un symptôme
en psychiatrie. Et ça, c'est une question très compliquée qui a été élaborée par Canguilhem dans le normal et le pathologique et qui, en résumé, pour nous fait concevoir que des symptômes habituellement dans les maladies somatiques sont des choses qui n'existent pas dans la vie normale. Dans la vie normale, on n'a pas la peau rouge, on n'a pas un abcès, on n'a pas de la fièvre, on n'a pas une tension élevée. Bon, en tout cas, pas durablement. Et il se trouve que pour les maladies mentales, les éléments tels que l'angoisse, la joie, le désarroi, les idées de mort appartiennent à la vie normale. Et donc, à partir de quand ces signes deviennent des symptômes? Et comment ces symptômes, on décide qu'il s'agit d'une maladie? Et à partir de quoi établit-on un diagnostic? Et donc, on va effectivement réfléchir en profondeur sur cette question. Qu'est-ce qu'un signe? Qu'est-ce qu'un symptôme? Qu'est-ce qu'une expérience d'un symptôme? Et comment les classifications peuvent rendre compte de cette complexité? Et notamment, une lecture qui va bien nous aider une grille de lecture qui va bien nous aider pour comprendre, répondre à ces questions, c'est l'approche phénoménologique dont je vous parlerai tout à l'heure. Deuxième aspect, une fois qu'on a plus ou moins identifié qu'il y a des symptômes, des signes, une maladie, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que j'en fais pour moi? Donc se pose à ce moment-là la question du projet de vie. Et est-ce que, dans le fond, la maladie me résume? Je suis bipolaire, ou est-ce que j'ai une maladie bipolaire, ou est-ce que je suis moi, et il se trouve que parmi les choses compliquées que je dois gérer dans ma vie, il y a ma vie bipolaire, il y a ma tendance bipolaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'économie psychologique. C'est comment est-ce qu'on aménage notre savoir, notre expérience au sein d'un projet de vie et comment, dans le fond, cet aménagement fait que les symptômes qui diminuent nos degrés de liberté, la compréhension qu'on en fait, la capacité qu'on a à les dépasser, induit un regain de liberté dans notre vie. Et puis enfin, la question qui se pose, et à tout le monde, et notamment à Argos, c'est comment faire pour accélérer le processus d'acceptation et de vie. Et est-ce que les logiques de santé publique, telles que celles qui vont être développées dans l'année santé mentale l'année prochaine, donc cause nationale, est-ce que ce sont des logiques de santé publique qui vont faire changer les lignes, ou est-ce que c'est plutôt une manière d'être, une posture, une rencontre presque au coin du feu ou presque par inadvertance, où un individu, tout d'un coup, a soudain la compréhension que, après tout, c'est pas si grave d'être malade et qu'on peut construire. Voilà, donc c'est assez subtil et je pense que c'est un point très compliqué parce que les logiques de santé publique et les logiques de santé individuelle sont souvent antagonistes. Alors, commençons par la sémiotique, c'est-à-dire l'analyse des signes, et à partir de quand on peut dire qu'un signe devient un symptôme et qu'il devient une maladie. Alors pour ça, on va essayer de réfléchir à deux aspects. Le symptôme vu à l'extérieur, soit par le médecin, soit par les proches, soit par l'entourage, soit le symptôme vécu. Par exemple, je peux être triste et cette tristesse me console parce que c'est au moins ce qui me reste quand il me reste plus rien. Donc, ce symptôme tel que je le vis, comme l'angoisse par exemple que je peux ressentir et qui me donne l'impression d'être à la manœuvre, c'est-à-dire je me laisse pas faire par la vie, l'anxiété m'émoustille et me permet de donner du sens à mon présent et même à prévoir l'avenir, ce symptôme, cette expérience, elle va être très, très différente d'un sujet à l'autre, alors que le symptôme observé, soit par les proches, soit par les médecins, doit être semblable. Et là, on voit bien qu'il va y avoir une espèce de divorce, le même que tout à l'heure, on voyait en termes de santé publique, qui serait plutôt le domaine médical, et la santé individuelle, c'est-à-dire l'expérience singulière. On va se dire, le symptôme doit-il s'intéresser à ce que les autres observent ou doit-il s'intéresser davantage à ce que les personnes éprouvent? Et évidemment, il y a un débat qui existe depuis même avant Hippocrate sur comment décrire un symptôme. Et c'est vrai que au fil du temps, et notamment avec les neurosciences, notamment avec les statistiques, notamment avec la réfutabilité, et on a
eu tendance à vouloir faire une description figée des symptômes et moins s'intéresser au côté expérientiel du patient. Mais néanmoins, on a beau l'avoir annulé, il existe toujours. Et pour un patient, un symptôme n'est jamais seul. Il s'accompagne d'une pensée. Est-ce que j'ai la malchance d'avoir ce symptôme? Est-ce que ce symptôme me console? Est-ce que ce symptôme, je l'ai déjà connu? Est-ce que ce symptôme m'évoque d'autres choses? Et donc, au bout du compte, un symptôme suscite un cortège d'informations qui, chez le patient, modifie sa perception du monde. Par exemple, si je suis anxieux, tout d'un coup, le réel peut me paraître très menaçant. Ou au contraire, je peux avoir l'impression que grâce à l'angoisse, je maîtrise les choses parce que j'ai l'impression que j'envisage tous les cas de figure possibles et à ce moment-là, je peux les maîtriser. Donc, un symptôme, et c'est ça qui est important, quand il s'agit d'un symptôme vécu, fait appel tout de suite à un réseau d'émotions, un réseau de cognition, un réseau de référence interne ou un réseau d'anticipation. Et ce qui fait que le patient va demander de l'aide par rapport à son symptôme, c'est pas tellement qu'il le ressent, c'est que ce symptôme peut l'entraver. Et si ce symptôme ne l'entrave pas, par exemple, si j'entends une voix, cette voix me donne des bons conseils, eh ben, je ne considère pas que ce symptôme est pathologique puisqu'il m'aide. Et donc, on va avoir effectivement, notamment dans certaines phases hypomanes, des personnes qui vont apprécier ce symptôme parce que ça va les aider à se sentir davantage elles-mêmes. Le point aussi intéressant, c'est qu'un symptôme, il survient dans un contexte particulier. Et ce qui va être intéressant, c'est que le patient qui peut souvent présenter ce symptôme depuis longtemps va trouver que ce symptôme le gêne dans un contexte particulier. Par exemple, lorsqu'il va sortir. Par exemple, lors du repas de Noël. Par exemple, lorsqu'il souhaite tomber amoureux. Donc, les éléments contextuels dans lesquels le symptôme a lieu sont très importants. Et c'est vrai qu'en médecine, on a tendance à regarder le symptôme indépendamment de son contexte, alors que pour le patient, c'est cette anxiété, elle me gêne à ce moment-là. À d'autres moments, elle peut peut-être m'aider. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que pour un observateur, la notion de symptôme avec handicap va correspondre à un certain nombre de critères, alors que pour le patient, dans certains cas, le symptôme peut être vécu comme une entrave, mais dans d'autres cas, peut être vécu comme quelque chose d'insignifiant ou de non pertinent, ou au contraire, de bénéfique. Donc, on va bien se rendre compte qu'un symptôme, qui observe quoi? Et cette première partie, justement, qui fait référence à la phénoménologie, c'est-à-dire le phénomène tel qu'on l'observe et non pas la chose en soi, ça va nous interroger sur, dans le fond, qu'est-ce qu'un symptôme? Un symptôme, c'est comme une pièce de monnaie, c'est autant quelque chose d'observé qu'une expérience. Et on ne peut pas plus choisir que ce soit l'un ou l'autre. Donc ça nous amène à ce petit schéma où en bleu, le cercle, j'ai pas marqué symptôme, j'ai marqué signe. Un signe, c'est quelque chose qui s'observe, qui n'est pas encore un symptôme. Quelque chose que j'observe peut, dans le fond, pour l'observateur qui peut être le médecin ou qui peut être un proche, peut avoir une lecture particulière, alors que pour la personne qui le vit, ça peut avoir tout à fait une autre représentation. Et ce qui va être important pour nous, c'est de se dire à partir de quand ce signe, soit observé, soit vécu, devient un symptôme. Alors, globalement, on considère qu'un signe devient un symptôme à partir du moment où il est associé à une diminution des degrés de liberté. Par exemple, si je suis anxieux et que cette anxiété me permet de partir, m'entraîner, faire du foot, de faire du sudoku ou de me lancer dans une aventure, ce symptôme ne diminue pas mes degrés de liberté puisque je peux faire ce que je souhaite. En revanche, si ce symptôme m'empêche de sortir, si ce symptôme m'intimide, si ce symptôme me fait choisir de l'évitement, alors le signe devient un symptôme parce qu'il diminue les degrés de liberté. Un autre point, c'est ce que j'appelle la perte de miscibilité avec d'autres signes. Je prends souvent l'exemple de la dépression. Quand j'ai une mauvaise nouvelle dans ma vie, je suis triste et c'est tout à fait légitime. Donc à partir de quand cette tristesse devient pathologique?
Ben, cette tristesse devient pathologique quand, lorsqu'on me raconte une histoire drôle, je ne suis pas capable de rire alors que j'ai quand même la tristesse qui m'habite. Donc un symptôme, c'est justement quelque chose qui n'est plus miscible avec les autres sentiments qu'on peut avoir et qui s'isole du groupe et devient quelque chose qui suit sa propre vie. Un autre élément qu'on connaît dans le symptôme, et Freud en a beaucoup parlé, c'est les éléments de répétition. Hein, on peut tout à fait avoir des manifestations qui pourraient être des symptômes, mais lorsque nous avons la possibilité de ne pas utiliser de répétition, nous ne répétons pas ce symptôme. Alors qu'une personne qui souffre d'un symptôme, elle ne peut rien faire d'autre que de mettre en place, dans une situation qu'elle ne maîtrise plus, le symptôme. Elle n'a pas de souplesse adaptative. Et puis, une autre manière de décrire le symptôme, c'est qu'il gêne. On considère que notre vie est gênée, c'est par rapport à notre expérience souhaitée de vie, ce symptôme ne nous permet pas de l'accomplir, ou il induit de la souffrance. Donc c'est une première lecture où on voit bien que c'est pas très facile de décerner ce qui est du normal et du pathologique, du signe et du symptôme, du côté de l'observateur ou du côté de l'expérimentateur du symptôme. L'autre point qui va être intéressant, et on va en parler tout à l'heure, l'analyse d'un signe qui devient un symptôme n'a de sens que si on a un projet. C'est-à-dire que si moi, je regarde un symptôme maniaque, par exemple, et que je suis juste un épidémiologiste, ou si je suis un proche, ou si je suis le médecin de garde, ou si je suis le médecin traitant du patient, la manière d'analyser le symptôme va être différente. Par exemple, si je suis le médecin traitant du patient, je peux dire, ce patient a déjà eu de multiples fois ce type de symptômes, et il a toujours réussi à le dépasser, alors que, dans un autre cas, le patient ne peut jamais avoir réussi à le dépasser. Donc, il va y avoir des éléments qui vont dépendre du diagnostic, est-ce que c'est un trouble bipolaire, des éléments de classification, par exemple, si je fais de la recherche, est-ce que l'état maniaque est intéressant ou est-ce que c'est plutôt la brutalité de son apparition qui va m'intéresser? Est-ce que c'est un symptôme dont je sais par avance qu'il va être sur lequel on va pouvoir mettre un traitement efficace, ou à l'inverse, je sais que c'est un traitement résistant? Est-ce que c'est un traitement, un symptôme dont je considère que, dans ce que j'ai compris de l'économie psychologique du sujet, c'est une étape nécessaire pour que la personne se rende compte de quelque chose vis-à-vis de laquelle elle n'accédait pas et que c'est en quelque part une chance d'avoir ce symptôme? Est-ce que il s'agit d'un symptôme culturel? Est-ce que un Japonais qui dans une caricature un peu peut-être grossière, se met à parler un peu fort? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en phase maniaque? Ou est-ce que, dans le fond, un Japonais en phase maniaque qui ressemble à un Français en phase maniaque? Donc, est-ce qu'il y a des éléments culturels, notamment les éléments religieux, qui sont très importants? Si c'est pour la recherche, je ne vais pas avoir la même analyse du symptôme. Si c'est en pharmacologue, est-ce que je vais analyser l'état maniaque comme un trouble de la dopamine, un trouble cognitif, un trouble de l'instabilité membranaire ou du connectome? Il va y avoir donc, au sein même de chacun des champs observateurs et expérimentateurs, des manières différentes de lire les symptômes en fonction du but de cette analyse. Voilà, donc en gros, et la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de savoir du diagnostic à l'acceptation, mais le diagnostic de quoi? Et c'est pour ça que je prends du temps à vous expliquer que, dans le fond, c'est pour ça qu'il y a souvent des désaccords ou des nuances ou des différences dans les approches, parce que ça va dépendre de qu'est-ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde l'expérience patient? Est-ce qu'on regarde la gêne familiale? Est-ce qu'on regarde l'entrave sociale? Est-ce qu'on regarde la résistance thérapeutique? Et dans quel contexte le fait-on? Et puis, un autre point qui est très important, c'est que beaucoup de symptômes exprimés par les patients sont exprimés à destination d'un tiers. Et on voit bien, par exemple, qu'un même patient qui arrive aux urgences, en fonction d'une équipe qui est tout à fait à l'écoute, ou en fonction d'une équipe qui est plutôt opposante, il va y avoir une grande différence. Donc, pour se faire entendre, le patient peut utiliser une espèce de travestissement de son symptôme pour
dans le fond, attirer l'attention ou bien le contraire, faire en sorte qu'on ne remarque rien. Donc, on voit bien que le symptôme, ça n'est pas quelque chose en soi, c'est quelque chose qui s'adresse à. Donc, vous voyez que, dans le fond, à partir du moment où on va faire une classification, un diagnostic, et qu'on va mettre ensemble des symptômes, eh bien, on va se rendre compte que l'entité, la brique élémentaire dont on pensait que c'était une brique unique, un symptôme, eh bien, ça va être une brique très complexe qui va être au moins à deux faces, la face de l'observer et la face de l'expérimenter. Et puis, c'est une brique qui va dépendre de quel projet a-t-on et quel moment dans la trajectoire. Donc, il y a de la temporalité, il y a du contexte à mettre en œuvre. Et pour ça, j'ai essayé de prendre un petit modèle graphique pour vous expliquer à quel point le symptôme, c'est un objet complexe. Donc déjà, le réel, j'ai pris une nébuleuse comme ça, c'est extrêmement complexe. Il y a une chose et son contraire qui sont souvent présentes concomitamment, et il y a énormément de paramètres qui sont concomitants et qui sont en interaction les uns avec les autres. Ce qu'on observe néanmoins, c'est qu'une personne qui est malade, bien qu'elle soit toujours complexe, a des degrés de liberté plus faibles. C'est pour ça d'ailleurs que dans le monde entier, quand quelqu'un tombe malade, on reconnaît cette maladie, alors que les gens sont tous différents, parce qu'il y a une diminution de la variété liée à la singularité individuelle en raison de la pathologie, et donc il y a un degré de liberté plus faible dans la pathologie. Mais c'est néanmoins une complexité, bien que réduite, toujours à l'œuvre. Donc dans cette complexité, comment décrire un symptôme pour dire que quelqu'un est malade? Donc on a plusieurs grilles de lecture et qu'il faut utiliser concomitamment. Donc une lecture qu'on appelle analytique, c'est-à-dire on prend un point, ou on peut avoir une lecture dimensionnelle, c'est-à-dire on prend quelque chose qui existe de façon continue entre normal et pathologique, et puis on peut prendre une lecture fonctionnelle, c'est-à-dire on ne s'intéresse pas tellement à la nature du symptôme, mais on s'intéresse à en quoi il gêne la personne dans sa vie. Et donc, effectivement, ça va être trois lectures différentes. La lecture du haut, c'est la lecture à gauche 0-1, symptômes présents, symptômes absents, insomnie, pas insomnie, agitation, pas agitation. Mais on sait très bien que ce type de symptômes, dans le fond, c'est pas facile de dire d'une personne qu'elle est vraiment agitée. Pour un tel, on va dire, bah non, c'est son tempérament. Pour quelqu'un d'autre, on va dire, ah bah oui, là, il est très agité, alors que par rapport à quelqu'un d'autre de beaucoup plus agité, on dira, bah oui, il est un peu extravagant en ce moment, mais ça va. Donc, on va voir que c'est pas simple de faire la différence entre vrai et faux, présent, absent. Donc, le diagramme que vous voyez en couleurs différentes avec des courbes, c'est dans le fond des symptômes dont on mesure la dimension, c'est-à-dire des choses qui existent dans le normal. Par exemple, on pourrait dire que jusqu'au trait vert, la fluctuation ou l'expérience du symptôme est considérée comme normale, la tristesse, l'agitation, l'insomnie, la joie, la difficulté de concentration. Et au-delà d'un certain seuil, qui serait la ligne bleue, on considère que c'est pathologique, mais c'est pathologique dans un continuum. C'est pas présent-absent, c'est un continuum à partir duquel on se dit, ben oui, il y a un moment donné où ça dépasse la dimension, va du côté pathologique. D'autres vont dire, en fait, tout ça, c'est tellement subjectif, on a tellement peu de capacité à être d'accord sur à partir de où on met le seuil vert ou bleu, et le 0 et le 1, ben, et c'est le modèle anglo-saxon, on va dire, après tout, ce qui va décrire le plus le symptôme, c'est en quoi il est gênant. Donc, c'est le handicap. Et puis, il y a une autre lecture qui dit, bon, ben, écoutez, il y a des gens qui sont handicapés, mais qui fonctionnent quand même. Et donc, ce qui va prévaloir pour dire qu'un signe devient un symptôme, c'est qu'il gêne le fonctionnement et qu'il altère la qualité de vie. Donc, vous voyez que rien que sur cette lecture à gauche, où on s'intéresse à un seul symptôme, on se rend compte qu'on n'a pas de consensus sur qu'est-ce que c'est qu'un symptôme. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic. Une autre lecture, qui est une lecture quand même plus cohérente avec le modèle du cerveau, c'est-à-dire le cerveau, c'est une machine cybernétique où tout marche en même temps et il n'y a pas de raison d'isoler quelque chose sans que le reste ne soit au courant. Hein. Isoler l'insomnie sans la cognition, isoler la cognition sans l'émotion, isoler l'émotion sans l'action.
Enfin, ça paraît pas très, très, très réaliste et très, très, très bien. Et donc, l'idée, c'était de s'intéresser aux équilibres entre choses. Et donc, ce qui compte, ça n'est pas tellement la présence de l'insomnie, mais c'est la présence de l'insomnie associée à la rumination, elle-même associée à la fatigue le lendemain, associée au pessimisme. Donc, ça n'est pas tellement la présence isolée d'un symptôme, mais c'est la présence en grappe et comment ça s'équilibre. Et donc, ça s'appelle des réseaux de symptômes. Et c'est ce qu'on voit donc dans le diagramme où on voit des points et des traits qui sont rejoints. Et puis, à la fin, la question qui se pose, c'est, au bout du compte, qu'est-ce que j'en pense? Parce que je peux vivre quelque chose dont je mesure que c'est un symptôme, mais après tout, je me dis, ben, après tout, si c'est comme ça me ressemble, ou au contraire, est-ce que ça me ressemble pas? Donc, on peut avoir des personnes qui ont des symptômes mineurs et qui disent ces symptômes, c'est absolument pas moi, et ça, je le veux absolument pas. Et d'autres qui ont des symptômes plutôt spectaculaires et qui disent, bah, moi, ça, c'est mon tempérament, j'ai toujours été comme ça depuis tout petit, et ben, pourquoi pas? Donc, vous voyez comment ça va être difficile de se faire une idée de qu'est-ce que c'est qu'un symptôme, en tous les cas, vu de l'extérieur. Donc, les classifications, elles ont tenté quand même de se dire, oui, mais ça c'est mignon, le docteur Nuss, il est gentil, il dit que tout est dans tout, rien n'est dans rien, mais qu'on n'arrive jamais à se fixer une idée, mais il faut quand même essayer de trouver quelque chose. Et le DSM a essayé de répondre à cette question. Il y a réussi un moment, maintenant il n'y arrive plus trop, mais c'est comme tout, c'était peut-être un passage obligé. Donc avant lui, on avait des modèles classificatoires très différents dans l'Égypte ancienne, avec Hippocrate, Arrêté de Cappadoce, Celsius, différents auteurs, Pinel, Kraepelin, etc. Et chacun a essayé d'avoir son modèle. Les premiers modèles qui étaient, c'est le symptôme est associé à la faute. Et donc, il y a quelque chose qui doit être expié par le symptôme, et le symptôme correspond à quelque chose de l'ordre du religieux ou de l'ordre du métaphysique qui s'exprime. Pour Hippocrate, qui dit il ne faut pas cacher le symptôme sous le voile de la divinité, c'est le terme qu'il utilise, et il dit ben non, en fait, ce qui va faire symptôme, c'est le déséquilibre entre les différentes humeurs qui vont générer des symptômes. Au 19e, au 18e, au 19e, les modèles classificatoires sont devenus des modèles un peu entomologiques, comme on classe les insectes, les plantes avec des feuilles ramifiées, des feuilles lobées, des feuilles, etc. Et donc, on a essayé de décrire les pathologies mentales selon cet angle-là, observationnel. Au 19e, au début du 20e, les auteurs se sont intéressés, grâce au fait d'avoir des lieux où on pouvait observer ces patients, à l'histoire naturelle, et notamment, dans le cadre du trouble bipolaire, à la fluctuation et au changement au fil du temps des symptômes. Donc, ce n'était pas la présence du symptôme qui était inquiétante et qui faisait le diagnostic, c'était la succession de symptômes avec un intervalle libre. Et puis, sur ces entrefaites, une autre lecture psychodynamique, psychanalytique s'est mise en place et on a tenté de trouver une manière de comprendre les symptômes avec cette lecture qui correspondait à une théorie du développement des individus et comment, à certaines étapes du développement, cette étape se passant mal, les sujets développaient des symptômes qui étaient autant une manière de trouver des réponses face à l'impasse que de manifester le caractère inefficient de la stratégie trouvée. C'est ça le grand intérêt de la lecture freudienne, c'est comment le symptôme est à la fois une lutte et une impasse. Et puis, devant ces modèles très compliqués et devant l'absence de consensus, on s'est dit, on va inventer un modèle athéorique. Et ça, c'est vrai que c'était un peu une supercherie. Et ce modèle athéorique qui s'appelle le DSM, en fait, il est fondé sur un système qui n'est pas du tout athéorique, parce qu'aucune classification est athéorique. Si je veux classer les livres, je les classe par taille, par année de publication, par thème, par le fait que je les ai aimés ou que je les ai pas aimés. Donc, il n'y a pas de possibilité de classer sans principe préalable. Et pour le DSM, le principe était le suivant. Il fallait qu'un signe devient un symptôme quand il est observé par tout le monde. Donc, c'est la fidélité interjuge. Donc, si tout le monde voit la chose, et notamment si ce tout le monde n'est pas savant,
Et on voit bien que on voit pas la même chose si on connaît un sujet que si on le connaît pas. Eh ben, il fallait donc que le symptôme soit observable par tout le monde. Et pour ça, il fallait que prendre une grande quantité de population et se dire ces personnes dont on dit qu'elles sont dépressives, qu'elles sont bipolaires, ben, il faut que quelqu'un au téléphone soit capable de faire le diagnostic. Depuis 3 jours, est-ce que vous diriez que vous dormez pas assez, que vos pensées vont plus vite et que vous avez l'impression d'avoir envie de dépenser de l'argent? Donc, je peux faire ça sans jamais avoir vu de malade de ma vie. Donc, mais ça permet à tout le monde de voir la même chose. Donc, un des critères principaux dans le DSM, c'est la fidélité interjuge, mais évidemment, le prix à payer de cette fidélité interjuge, c'est d'avoir une très faible spécificité. Hein, c'est Nancy Andreasen qui dit vraiment, le DSM a tué la spécificité à force d'avoir une reproductibilité. L'autre point, c'est la question de l'expertise de l'observateur. Par exemple, moi qui suis absolument nul en foot, quand je vois un match de foot, la seule chose que je peux dire et sur lequel on peut tous se mettre d'accord, les gens qui sont spécialistes ou pas spécialistes, c'est qu'il y a 2 équipes avec des t-shirts de couleurs différentes, qu'il y a un ballon et 2 buts. Voilà, ça à peu près, tout le monde va dire ça. Donc, si on veut décrire un match de foot, avec mon niveau de connaissance du foot, on va se résumer à ça. Et on peut, dans le cadre de la psychiatrie, avoir cette difficulté à retirer toute nuance, tout contexte au symptôme et le considérer à vide. Et à ce moment-là, effectivement, faire une classification qui ne parle pas de grand-chose. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le NIMH, donc l'association américaine qui fait de la recherche pour les maladies mentales, a décidé d'abandonner le DSM dans la recherche et de favoriser des critères de recherche qui sont extrêmement intéressants et dont ce sera sûrement intéressant de parler un jour. Et puis, dans leur logique, on en a parlé tout à l'heure, les anglo-saxons ont proposé, ce que je vous disais, c'était qu'un symptôme, dans le fond, c'est pas si important de le définir avec précision. Ce qui est important, c'est de voir en quoi il gêne la personne. Donc, c'est la notion du handicap. Évidemment, il y a, par rapport à la nuance qu'on peut apporter lorsqu'on rencontre un patient singulier, il va y avoir un grand écart entre la granularité du DSM qui est extrêmement lâche et la capacité de finesse qu'il faut pour arriver à aider cette personne dans son débat singulier. Et quand la thématique qui est la nôtre, c'est du diagnostic à l'acceptation, il faut que le diagnostic fait par le soignant corresponde à l'expérience que le patient vit. Sinon, il va dire, mais ce que vous me dites, ça n'est pas ce que je vis, donc ce n'est pas vrai. Donc, vous voyez, pour accepter, il faut qu'on ait un accord entre l'expérience vécue et l'énonciation que les gens ont pour décrire le trouble. Et je crois que la grande difficulté pour une classification, pour le DSM, mais comme pour toute classification, aucune classification n'est totipotente, c'est-à-dire elle peut servir à l'épidémiologie, servir au diagnostic, servir à l'évolution, au suivi de l'évolution, servir à la neurobiologie. Donc, on va avoir des classifications qui sont à destination d'un projet, et le DSM est plutôt à destination de l'épidémiologie. Donc, c'est difficile d'utiliser un outil épidémiologique pour un objet singulier qui est la personne qu'on soigne. Donc ça, je vais le passer parce que c'est un peu long, mais c'est intéressant, mais je ne vais pas le mettre. Donc, la question qui se pose maintenant, et on l'a abordé tout à l'heure, certes, lorsqu'on observe quelqu'un qui s'agite, lorsqu'on observe quelqu'un qui nous dit « je veux mourir », il y a quelqu'un qui nous dit « je suis King Kong » ou qui dit « on m'a mis une puce dans la tête », dans le fond, est-ce que cette observation me donne une information sur l'expérience vécue par le fait de se sentir King Kong, d'avoir envie de mourir, etc. Et pour ça, on va être obligé de s'intéresser à la subjectivité du patient, c'est-à-dire le symptôme non pas observé, mais le symptôme éprouvé. Et dans un premier temps, il faut quand même reconnaître qu'une grande partie de la médecine a tenté de désubjectiviser les choses, puisque
La subjectivité, c'est justement par définition subjectif, et donc il va y avoir de l'anecdotique, il va y avoir de l'expérientiel temporel, il va y avoir, dans le fond, peu d'éléments qui vont permettre, chez deux patients différents, d'essayer de trouver des similitudes, puisque chacun va le raconter à sa manière. Quelqu'un va dire « je dors mal parce que je me fais du souci », un autre va dire « je dors mal parce que j'arrive pas à trouver le sommeil », l'autre va dire « je dors mal parce que demain, j'ai un stress à l'idée de devoir faire quelque chose ». Chacun va avoir son explication. Donc, est-ce que l'insomnie de ces trois personnes, c'est la même? Ou est-ce que, dans le fond, il faut écouter la narration, le contexte, la subjectivité? Et ça, effectivement, ça renvoie à la question, est-ce que objectif et subjectif sont opposés? Et en réalité, ça n'est pas opposé. Nous sommes tous, les êtres humains, objectivement subjectifs. C'est-à-dire que, bien que nous sachions, par exemple, que nous sommes mortels, nous mettons dans la tête subjectivement la croyance que nous ne le sommes pas, au moins le temps du matin quand on se réveille. Et donc, notre croyance subjective, c'est quand même bien elle qui fait que nous nous levons. C'est quand même bien elle qui fait que nous tombons amoureux. C'est quand même bien elle qui fait que nous avons des projets, alors que, objectivement, nous savons que nous sommes peu de choses à l'échelle du monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, êtres humains, l'objectivité, c'est-à-dire ce qui fait qu'on fait des choses, ce qui fait qu'on met en œuvre des projets, c'est parce que nous avons la croyance subjective que c'est important. Donc, subjectif et objectif ne sont pas opposés parce que nous sommes objectivement subjectifs. Et c'est ça qui est très important. Comment rendre compte d'un patient, chez un patient, de sa subjectivité objective. Et donc, il va falloir effectivement s'intéresser aux expériences du patient et notamment comment ces expériences se déroulent dans le temps et à quoi elles font référence par le passé. Et c'est pour ça qu'effectivement, on se rend compte, et notamment c'est vrai dans le trouble bipolaire, il y a beaucoup d'éléments expérientiels qui sont de nature post-traumatique. Et vous savez que dans la nature post-traumatique, on a une pathologie de la mémoire. Dans le post-traumatique, la pathologie de la mémoire que nous avons, c'est que nous n'arrivons plus à oublier. Et donc, les éléments que nous avons vécus à l'instant où ils nous ont traumatisés ont la présence et la fraîcheur et l'émotion que nous avons eues au moment où nous les avons vécus. Alors qu'un souvenir, ça s'estompe. Donc, on peut dire que dans les pathologies, on va trouver des symptômes qui vont être subjectifs, mais envahis de manifestations à la fois mnésiques, notamment mnésiques traumatiques, mais aussi symboliques. Et il va y avoir, dans le symptôme vécu par la personne, un besoin de recomposer. C'est-à-dire, si moi je me sens triste maintenant, comment ça se fait que je suis triste? Et ben, du coup, je vais me dire, je suis triste parce qu'il s'est passé ça hier, ou parce qu'il y aura ça demain, ou parce qu'on m'a dit que. Il va y avoir donc à ce moment-là une mise en abîme du symptôme, et le symptôme va être tout nu. Il va être enveloppé d'une explication, d'une narration, d'une trame qui fait que, au moment où elle émerge, quelque chose se reconstruit. Et donc, le symptôme est toujours associé à une recomposition de la réalité vécue. Donc, le symptôme n'est jamais pur. On n'a jamais une manie pure, une dépression pure, des idées de mort pure. On a toujours des idées de mort avec la notion de culpabilité, avec la question ça serait plus simple pour moi si j'étais plus vivant, mais en même temps, je fais de la peine. Il n'y a pas de symptômes qui soient isolés dans l'expérience subjective dans laquelle le patient la traverse. Donc, soigner, en fait, il ne s'agit pas d'éliminer, il s'agit d'aider la personne à avoir un signal qui devient plus miscible avec la trame narrative du sujet, et notamment avec un projet de vie. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Alors, la spécificité du trouble bipolaire, puisque là, ce que je viens de dire, ça s'applique à tout, c'est que dans le trouble bipolaire, les symptômes qui sont perçus, ou les signes qu'on a dans notre environnement, sont vécus avec une intensité de conviction importante. C'est-à-dire que quand je me sens triste, quand j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens, quand je sens que tout est facile pour moi et que les autres vont trop lentement, quand je sens que je ne vais pas du tout dormir dans la nuit, la conviction qui est la mienne au moment où je le ressens, c'est pas une conviction d'idée, c'est une conviction absolue. Et quelque part, je me leurre parce que le symptôme est tellement convaincant
et ça c'est lié à la neurobiologie du cerveau, c'est lié à la salience, la valeur émotionnelle que j'attribue à ce symptôme est telle que j'y adhère sans recul. Et effectivement, donc ce qui va être intéressant, ça n'est pas de corriger la croyance, c'est d'essayer de faire en sorte de dire, et si c'était pas que vrai? Voilà. Et donc, c'est cette crédibilité totale qui fait que quand les personnes, par exemple, vont bien, elles ont l'impression qu'elles vont bien pour toujours, en dépit du fait qu'elles ont déjà rechuté une dizaine de fois. Mais au moment où on se sent bien, on a l'impression qu'on devient invulnérable. Et ça, c'est un élément tout à fait caractéristique dans le trouble bipolaire, c'est le caractère convaincant du symptôme dans le cortège explicatif que la personne se donne par rapport à son trouble. Donc on voit bien que pour comprendre le symptôme, on ne peut pas faire l'économie du caractère subjectif de conviction. Et ce n'est pas juste la présence ou l'absence, c'est la conviction et comment cette conviction entraîne un réseau explicatif tout autour duquel la personne recompose son réel. OK. L'autre point, alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'il va y avoir, pour des symptômes particuliers, des points de vue différents pour un même symptôme. Par exemple, pour un patient, ne pas dormir, ça peut être génial parce que j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de faire des mathématiques, j'ai plus ce temps perdu du sommeil dans lequel je m'abêtissais jusqu'alors. Maintenant, je me nourris à pleine gorgée de lecture, j'écoute la radio, je mets Internet en même temps. Et donc, pour moi qui vis le symptôme, l'insomnie est salvatrice, intéressante. Pour le médecin, il va y avoir un symptôme qui va dépendre, qui va se dire, ah, c'est un peu embêtant parce que la personne, elle dort pas bien, elle pense trop vite, elle dépense de l'argent, et donc la lecture va être complètement différente pour un même symptôme. Et puis pour la famille, la question va être, il m'empêche de dormir ou est-ce qu'il m'empêche pas de dormir? Est-ce que le matin, quand il se réveille, il est efficient, il est jovial, ou est-ce qu'au contraire, il est grincheux? Donc, pour la famille, ce qui va être compliqué, c'est comment le symptôme vient perturber le modus vivendi. Pour le médecin, comment ce symptôme vient s'associer à d'autres. Pour le patient, quel est le sens qu'il peut donner à ce symptôme dans sa compréhension actuelle du monde. Donc, on voit bien que la question du diagnostic, elle va dépendre de qui regarde quoi. Et ça va nécessiter, évidemment, pour arriver à se mettre d'accord, de se rencontrer. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que chacun, de son point de vue, a raison. Le patient a raison de penser que son insomnie est salvatrice. Le médecin a raison de penser que cette insomnie est inquiétante. La famille a raison de penser qu'il est en train de dépenser de l'argent et que ça va poser problème pour la fin du mois. Mais au bout du compte, comment est-ce qu'on se rend compte? Puisque c'est des 3 points de vue différents. Donc le diagnostic, en fait, il ne se fait pas ex cathedra, à partir d'une vérité transcendantale qui arriverait et qui dirait c'est ça. C'est à un moment donné un consensus où on se dit, toute chose considérée, il va falloir se dire, ça fait un petit peu de moment que ça va, que ça commence à être fatigant, qu'on commence à avoir des angoisses, que l'entourage n'en peut plus, qu'il va y avoir telle et telle chose qui vont se passer et qui vont être préjudiciables. Et il va falloir, à un moment donné, décrire ce qui se passe pour arriver au diagnostic. Et ça, je pense que c'est un temps assez compliqué puisque chacun, dans le fond, est persuadé que sa lecture est la bonne et c'est la seule bonne. Donc, l'idée, c'est qu'il va falloir à un moment donné qu'on se rencontre. Et c'est très difficile de se rencontrer parce que chacun est différent. Le patient, il est dans une identité, souvent, lorsqu'il va mal, où il tente de réparer d'autres enjeux. Par exemple, quelqu'un qui est plutôt timide, quand il est en phase maniaque, il va se dire, mais moi, pour une fois que je vais bien, je ne vais pas commencer à me brimer. Ou, à l'inverse, quelqu'un qui est déprimé, il va dire, ben oui, mais de toute façon, ma vie, je sais que ça n'a pas aucun sens, et les antidépresseurs, ça ne sert à rien, le traitement stabilisateur de l'humeur, ça ne sert à rien, j'ai déjà rechuté 50 fois, donc ça va servir à rien. Et donc, il va y avoir chacun qui va avoir son option. Et à un moment donné, le seul projet sur lequel on peut se mettre d'accord, c'est où est-ce qu'on a envie d'arriver. Et au début, quand on tombe malade, ce qu'on veut, c'est ressembler à comme on était avant.
avant de tomber malade. Et en fait, avant de tomber malade, on n'est pas si bien en vrai. Et ce qu'il va falloir essayer de mettre en place, c'est comment ressembler à nous-mêmes demain. Et évidemment, ça nécessite d'établir un projet de soi. Et ce projet de soi, il ne s'établit jamais seul, il s'établit en dialogue avec les autres. Et ça va être ça la question. Est-ce que, dans le fond, je suis capable, en tout cas quand le symptôme est là, de rencontrer l'autre pour avoir envie de trouver qui j'ai envie d'être demain? Et on se rend bien compte, et on l'a vu la dernière fois lorsqu'on se posait la question des difficultés d'observance et le besoin de rechuter, en fait, l'état pendant lequel on est quand on est malade, c'est un état un peu particulier qui n'est pas forcément en continuité avec l'état dans lequel on est quand on va bien. C'est-à-dire que les règles qu'on s'est données pour construire sa vie quand on va bien ne sont pas forcément applicables quand on va mal. Et donc ça, c'est difficile. Il va y avoir effectivement des patients qui disent je me souviens peu de ce qui s'est passé quand j'allais mal, alors que c'est assez spectaculaire souvent, c'est parfois vitupérant, parfois ils ont écrit des textes, ils ont fait des tableaux extraordinaires, où ils ont fait des gestes, voilà, donc dont on peut penser qu'on ne peut pas ne pas s'en souvenir, et pourtant, on se rend bien compte que ça s'estompe. Donc il y a quelque chose quand même d'intéressant à se dire, que lorsque la personne est dans un symptôme, elle est dans une certaine mesure un peu à côté ou différente de ce qu'elle est quand elle n'est pas malade. Ça, je vais passer. Souvent, quand on tombe malade, il y a quand même une notion d'injustice. Et on va tenter de trouver quel modèle pour décrire ce qu'on vit. C'est-à-dire, si moi je veux accepter que je suis malade, puisqu'on me dit il y a un diagnostic, ce diagnostic, comment moi je l'envisage? C'est quoi pour moi une maladie? Et c'est vrai que dans nos sociétés, le modèle le plus connu de maladie, c'est le modèle infectieux. Il y aurait le bipolarocoque qui viendrait nous envahir, et si on se supprimait ce bipolarocoque, on serait guéri, comme quand on a un germe, on retire le germe et on va bien. Et donc, les épisodes aigus sont considérés souvent par les patients, et les médications sont considérées comme des exterminateurs du germe, mais non pas comme quelque chose qui a envahi la personne dans son entièreté. Et effectivement, dans ce cas-là, le patient, une fois son traitement pris et qu'il a recouvré la santé, se dit maintenant je vais bien, j'arrête, comme quand j'arrête un antibiotique. L'autre position de certains patients, c'est l'inverse. C'est de se dire je ne suis que bipolaire. Tout en moi est bipolaire, j'ai essayé de ne pas rechuter, j'ai rechuté tout le temps. Et donc, il faut que je me résigne à accepter cette maladie comme quelque chose qui me constitue. Et effectivement, je deviens à ce moment-là un bipolaire et je ne suis que ça. Donc, le travail qu'il va falloir faire pour accepter le diagnostic, c'est de se dire, je suis moi avec une maladie qui me dépasse. Et effectivement, il va falloir essayer de trouver un tutoiement entre soi et sa maladie, le même tutoiement qu'on a entre soi et son corps, entre soi et le monde. On n'est pas toujours d'accord avec le monde, mais on fait avec. C'est exactement pareil. Et on va voir tout à l'heure que ce qui est le plus utile pour l'acceptation, c'est la souplesse. Et de se dire, mais c'est pas si grave que ça d'avoir un symptôme, je ne me résume pas à lui, et au bout du compte, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et pas qu'est-ce que le symptôme m'empêche de faire. Parce que souvent, je ne sais même pas ce qui m'empêche de faire. Donc, il va falloir effectivement arriver à se dire, oui, j'ai un paramètre et je ne peux pas l'enlever, qui altère mon existence, mais qui, dans le fond, ne m'empêche pas de rêver à qui j'ai envie d'être. Et ça, je pense que c'est plutôt envisager un horizon plutôt qu'une nostalgie du rétroviseur. Là, j'ai mal écrit du rétroviseur, j'ai marqué du rétroviseur. Ça me semble intéressant. Alors, beaucoup de personnes ont tenté de dire, voilà, il faut déstigmatiser la maladie mentale, déstigmatiser le bipolaire. Et donc, pour ça, on va vous montrer qu'il y a des gens magnifiques qui ont cette maladie. Donc, mutatis mutandis, vous êtes aussi magnifique qu'eux, et c'est bien.
Moi, je suis pas contre cette stratégie qui dit il y a des chanteurs belges qui vont pas bien, qui font un coming out sur leur bipolarité. Il y a Van Gogh, il y a Newton, il y a Oscar Wilde, il y a Virginia Woolf, et Léon Tolstoï, Michel-Ange. Enfin voilà, on met des gens extrêmement prestigieux. Alors, il y a Victor Hugo, ça vous, moi, Victor Hugo, c'est un peu moins bon. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais ça me paraît pas forcément bien. Et puis, nos amis américains, donc, ils promeuvent des listes de gens connus. Alors, Catherine Zeta-Jones, Jean-Claude Van Damme, Richard Dreyfus, voilà, des gens, parfois je ne sais même pas qui c'est, en fait, bon, Stephen Fry, voilà. Et puis, et Winston Churchill, qui est évidemment là, et Mel Gibson, qui sont des validateurs. Bon, je pense qu'en termes de santé publique, pour des gens pas forcément concernés, c'est peut-être pas mal. Mais moi, si je suis malade, bah, je vois pas trop en quoi j'ai pas envie de ressembler à Winston Churchill, Stephen Fry pas forcément, voilà. Je suis pas sûr que pour moi perso, ça m'aiderait. J'ai plutôt envie d'avoir une rencontre avec des proches, avec qui acceptent ma différence, qui acceptent mon originalité, qui voient le travail que je fais, l'énergie que je mets à essayer de trouver du sens. Comment, avec un soignant, je peux essayer de trouver quel est l'équilibre le mieux? Par exemple, comment un médicament, lorsque je le prends, me fait faire une économie mentale, puisque une grande partie de mon économie psychique sert à lutter contre les symptômes. Si le médicament prend en charge ce symptôme, l'énergie mentale qui me reste, elle est à destination de moi. Donc, très rapidement, ce qui va être important pour l'acceptation, c'est l'acceptation de la différence, l'acceptation d'un projet et, dans le fond, la définition d'un projet. Et le projet est très difficile dans une société comme la nôtre, où le projet, c'est souvent le travail, la normalité. Et donc, il va falloir passer par un travail, et c'est pour ça que je trouve que les patients m'apportent énormément, parce que je trouve qu'ils inventent une manière d'exister, même si on ne travaille pas, même si on vit chez ses parents, même si on prend des médicaments, on peut avoir une vraie vie. Alors évidemment, on peut avoir une vraie vie en travaillant, on peut avoir une vraie vie en famille, on peut avoir... Mais je pense que c'est la question de donner du sens à son existence qui va permettre l'acceptation. Et ce n'est pas l'acceptation de la maladie intrinsèquement, c'est l'acceptation du sens de sa vie. Et je pense que cet élément subjectif qui se trouve très, très présent chez les patients bipolaires, il faut le valoriser pour rêver un présent plausible, et pas un présent imaginaire, parce qu'en fait, peut-être que Marilyn Monroe, c'est justement le présent impossible qui l'a conduit à avaler les barbituriques. Donc, ce n'est pas forcément le super modèle pour moi. Et je pense que c'est ça qui va être intéressant, c'est d'aller, dans le fond, vers la philosophie, vers le sens, tout en acceptant que la biologie, elle est là, implacable. Donc, au bout du compte, c'est aimer le réel et avoir envie de créer sur ce réel quelque chose qui, comme la gravité, si j'accepte la gravité, j'appuie sur le sol et je saute. Mais s'il n'y a pas de gravité, je ne peux pas sauter. Donc, dans le fond, accepter la gravité, le réel de la pathologie, c'est-à-dire le prendre en charge, c'est créer les conditions du rebond vers un projet. Et ce projet, il faut l'inventer. Parce que ce n'est pas celui sur lequel on s'était préparé. Et c'est là la difficulté de ce trouble, c'est qu'il va falloir trouver, inventer une alternative à un monde dont on avait pensé qu'il était prévisible. Et donc, il y a besoin d'une inventivité forte. Voilà ce que je voulais vous dire, et je suis tout oui pour vos questions. Merci, docteur Nuss. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup. Une Waouh! vision tout à fait, je dirais, pour moi, assez exceptionnelle. Voilà. Et alors, on n'a pas beaucoup de questions. Vous avez laissé tout le monde, vous avez séché tout le monde là. Moi, je vais vous en poser une, monsieur, directement, donc qui est un peu éloignée de la façon dont vous avez traité le sujet. Vous savez qu'il y a en cours une approche du diagnostic
de troubles bipolaires, notamment de la dépression bipolaire, par des examens biologiques, un biomarqueur. Bon, voilà. Donc, alors, beaucoup de personnes que nous rencontrons, enfin que nous avons rencontrées, disent: «Ah mais moi, on m'a fait le diagnostic de trouble bipolaire, seulement moi j'aimerais bien savoir si réellement je suis bipolaire ou pas». Alors déjà, il y a un problème, c'est que ce diagnostic n'est possible à l'aide de ce biomarqueur ou de ces biomarqueurs que si vous dans un certain état, qui est celui de la dépression bipolaire. C'est donc pas un diagnostic de trouble bipolaire, mais un diagnostic différentiel entre traitement, entre bipolarité et dépression unipolaire, donc c'est pas du tout pareil. Mais d'après ce que vous nous dites, mais ce dont je ne doute pas, c'est comment le patient pourra-t-il s'accommoder avec une réponse, par exemple? Oui, vous êtes effectivement. Comment va-t-il pouvoir s'accommoder? Juste, ah bah oui, bah c'est comme un diabétique, ah bah oui, là vous avez une taux glycémique qui est toujours là, puis vous ne sécrétez pas d'insuline, donc ça ne va pas. Mais là, comment peut-il s'accommoder? Comment peut-il faire le parcours qu'il doit faire pour cette acceptation avec, avec cette réponse? Hmm. Ben, en fait, je pense que les éléments de réalité qui viennent des examens biologiques sont des éléments, dans le fond, de plausibilité. Ce que font ces examens biologiques, ils disent que la malchance qu'on a d'avoir ce trouble est plus élevée si on a le marqueur que si on l'a pas. C'est pas des éléments de certitude, puisqu'on a des faux positifs et des faux négatifs. Donc, c'est pas des éléments absolus. Hein, c'est pas comme une biopsie, on retire une cellule et on a la forme de cancer. En outre, les troubles bipolaires sont des maladies extrêmement hétérogènes. Et donc, on peut avoir effectivement des éléments positifs sur un test biologique qui correspond à un sous-ensemble de troubles bipolaires, mais qui peut s'avérer erroné pour une autre forme de trouble bipolaire. Parce que les classifications qu'on a sont tellement rustiques qu'on met des choux et des carottes en même temps et qu'on va, dans le fond, avoir un élément objectivable qui correspond d'ailleurs, on ne sait pas très bien si c'est un marqueur, dans le fond, causal ou si c'est un marqueur de réponse de l'organisme face à différentes altérations. Et ces altérations se manifestent chez certains sujets et pas forcément chez les autres, qui peuvent tout autant être malades, mais qui n'ont pas ce type de réponse qui peut à ce moment-là exprimer une tentative déjà de lutte de l'organisme et que ce qu'on observe, c'est la résultante d'une lutte. Hein, donc, ce n'est pas forcément un marqueur de cause. Et ça, c'est quand même important de se rendre compte on identifie souvent des stratégies neurobiologiques, ou biologiques d'ailleurs tout court, au sein desquelles les personnes soumises à une anomalie qu'on ne connaît pas vont répondre avec un type de biomarqueur particulier. Et donc voilà, donc on n'est pas dans des diagnostics de causalité pure, on est avec ces examens biologiques, on est dans un diagnostic de réponse complexe de l'organisme face à un dérèglement que pour l'instant, on ne connaît pas. Néanmoins, imaginons que moi, j'ai une sémiologie bipolaire et que quelque part, on m'assène le fait que j'ai ce biomarqueur. La question, et sera toujours celle, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais m'en servir comme le brandir et de dire, ben voilà, c'est un fait, j'ai ce biomarqueur et je suis bipolaire? Ou est-ce que je vais se dire, ben dans le fond, mon organisme se bat sur une stratégie avec effectivement des éléments biologiques et qui, dans le fond, m'incite à continuer à réfléchir à mon projet de vie. De même que quelqu'un qui a une diagnostic de sclérose en plaques, ben, il a les biomarqueurs de la sclérose en plaques, n'empêche que ça va dépendre, est-ce qu'il fait de la kiné, est-ce qu'il ne fait pas de la kiné, est-ce qu'il s'en charge, s'il s'en charge pas, est-ce qu'il a envie de faire du sport, voilà. Donc, le diagnostic ne nous exonère pas d'une réflexion sur le projet de vie. Et je pense que c'est faire advenir la complexité et sortir du modèle bactérien, c'est-à-dire, dans le fond, le biomarqueur serait le biomarqueur du bipolarocoque ou du dépressocoque. On est dans un système complexe où on ne peut pas avoir des modèles de causalité univoque.
on est toujours dans des modèles d'équilibre. Et donc, le biomarqueur doit toujours être considéré comme un marqueur d'équilibre de barycentre. Et ce n'est pas un marqueur de causalité. Et donc, ça incite la personne à réfléchir comment son organisme se défend-il et comment psychologiquement il peut aussi, lui aussi, mettre en place des stratégies. Donc on peut pas dire que ça va modifier totalement l'avenir. Ça peut aider, dans le fond, surtout pour les médecins, pour savoir quelles seraient les thérapies qui donnent le plus de chance aux patients, quand même. Je pense que moi, je suis très favorable à ces biomarqueurs, mais pas dans un modèle de causalité et dans un modèle où de patate chaude, on dit au malade, ben voilà, vous êtes biomarqueur, maintenant vous vous démerdez, vous êtes bipolaire, faites les cours de psychoéducation, prenez le traitement, et sinon, il n'y a pas de salut. Oui, c'est ça. Ça doit être entouré de Voilà, c'est un élément parmi d'autres. d'un élément. Tout à fait. De D'accord. même qu'un élément génétique, vous avez une grand-mère qui était bipolaire, un enfant bipolaire, ben oui, c'est un élément, mais n'empêche que c'est ma vie à moi que je vis. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Alors, on a beaucoup de questions là d'un coup. Je vais rapprocher deux questions. Donc, la première, c'est Marc, c'est plutôt un constat, qui nous dit bonsoir et merci pour votre intervention lumineuse. Je souffre d'une dépression innommable depuis 9 mois et pourtant je doute encore du diagnostic de bipolarité de mon psychiatre. Et j'extrapole un peu en rajoutant ce que dit Cécile. Vous avez passé l'étape du déni. Mhm. Ben oui, je pense que, en fait, la question du diagnostic, c'est une question quasiment 0-1. J'ai le diagnostic ou je ne l'ai pas. La question de l'expérience dépressive, c'est une question continue. Il y a des moments le matin, je vais peut-être un peu moins mal, le soir, ça va un peu mieux. Quand je ne sais pas, il se passe telle chose, j'écoute de la musique, ça va mieux, ou quand il y a la famille autour de moi. Donc, ce que vit Marc, il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Marc, oui. Oui, ce que vit Marc en termes d'expression, de dépression douloureuse, c'est une espèce de continuum émotionnel, alors que le diagnostic, c'est une rupture intellectuelle. Donc c'est très difficile de concilier les deux, puisque ce n'est pas du même registre conceptuel. Dans un cas, c'est une continuité expérientielle fluctuante, avec une souffrance, une incommunicabilité. Dans un autre cas, c'est un élément binaire, vrai-faux, qui devient un élément de partage, mais qui ne partage rien, puisque ça ne répond pas à ce que je vis. Donc, dans le fond, c'est deux informations qui sont vraies toutes les deux, mais dont je ne peux pas forcément me servir. Et j'ai l'impression que si j'adhère à l'idée que je suis bipolaire, je me résigne à une deuxième soumission. Non seulement celle d'être malade, mais en outre celle d'accepter qu'on me juge comme bipolaire et qu'il va falloir que je l'accepte. Alors que ce dont j'ai envie, c'est qu'on partage et qu'on trouve une solution de ma souffrance immédiate. Il se trouve que le psychiatre, lui, sa grille de lecture, vous avez les symptômes dépressifs, ralentissement, tristesse, inhibition, fatigue, etc. Et que statistiquement, ce que vous avez, ça s'appelle de la dépression. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on vous aide? Et du coup, c'est dans l'alliance et le partage. Donc, est-ce qu'on est obligé d'accepter le diagnostic pour partager? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on peut partager en acceptant que personne ne peut partager. Parce que le médecin, il ne peut pas partager quelque chose qu'il ne vit pas. Et le patient ne peut pas partager quelque chose qui, pour lui, est une abstraction. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut quand même dans la vie partager des choses sans être complètement d'accord sur tout? Quelle est l'interface de rencontre? Et l'interface de rencontre, c'est l'envie de partager quelque chose, c'est l'engagement thérapeutique de part et d'autre. Donc, c'est plus une subjectivité partagée plutôt qu'une objectivité vis-à-vis de laquelle il faudrait se soumettre. Merci. Merci beaucoup. Merci. On a une question de Catherine et Nicolas. Peut-être que ça va dans le sens de ce que vous venez de dire. Dans votre expérience, combien de temps faut-il aux patients pour atteindre l'acceptation une fois le diagnostic posé? À peu près 10 ans, je pense. Ouais. En fait, le diagnostic, on l'accepte jamais vraiment complètement. Mais disons qu'on apprend à se protéger.
Voilà. Moi, je vois plutôt l'exemple comme un sportif de haut niveau qui au début fait n'importe quoi, et puis il se fait une blessure, et puis bon, à un moment donné, il se rend compte que s'il veut continuer à gagner, il faut qu'il fasse gaffe, quoi. Il faut qu'il se chauffe, il faut qu'il fasse un stretching après, il faut qu'il fasse du gainage. Voilà, ben, il faut que le patient, il dorme, il faut qu'il prenne son traitement, il faut qu'il rencontre des gens, il faut qu'il ait des moments positifs dans sa vie. Et voilà. Et je pense que l'acceptation, elle est plus l'acceptation du changement de vie que l'acceptation réelle du diagnostic. Mm. Vous êtes très philosophe, comme nous le disent un certain nombre de personnes dans les commentaires. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, je suis philosophe parce que la nature de l'objet que j'étudie est philosophique, puisque ça pose la question du sens. Voilà, donc je ne suis pas philosophe et que je serai psychiatre et puis je prendrai de la philosophie. Je suis philosophe parce que c'est philosophique. Et c'est pas parce que j'ai envie d'être philosophe. C'est que l'objet de la vie, l'objet du sens, l'objet de la détresse, l'objet de la mort, ben, c'est quand même des objets philosophiques. Et c'est même si la médecine a sa place dedans, mais elle a de la place dans une problématique qui est éminemment philosophique. Mhm. Il y a un spectateur anonyme qui demande comment faire le deuil des hypomanies et de l'euphorie associée à la manie. Je pense qu'il faut apprendre à s'émerveiller de petites choses. Voilà, c'est au début, on a l'impression qu'on peut se plaire qu'à des grandes choses, à des gestes théâtraux, des dépenses somptuaires, des différentiels élevés. Et puis, ce qu'il faut, c'est apprendre ben, à s'émerveiller d'une feuille qui tombe, d'un pas sur une marche de métro, d'une note cueillie entre deux fenêtres, voilà, d'un regard fugitif. Voilà, ça, c'est acquérir cette sensibilité-là, ça donne de la joie parce que c'est un vrai plaisir. Alors que le plaisir lié au delta est un plaisir qui est compliqué parce qu'il faut tout le temps augmenter. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, au début, beaucoup de patients prennent des drogues parce que les drogues font ça. Elles permettent justement d'amplifier le delta et donc, du coup, avoir l'impression de vivre quelque chose. Et d'ailleurs, ça nous amène une question hyper intéressante, c'est la question de la capacité discriminative quand on est bipolaire. C'est vrai, quand on est bipolaire, on est peu sensible au petit delta, on est sensible au grand delta. Et comme si, en fait, il y avait dans un oscillateur, ben, il faut un grand signal pour que l'oscillateur fasse une différence. Et je pense que c'est vrai, là, c'est pour ça que la méditation, par exemple, c'est extrêmement utile. Ou l'art aussi, l'art, c'est très utile pour le bipolaire, parce que l'art, c'est vraiment le contexte, la nuance, l'équilibre entre les choses, la juxtaposition, plus que la présence versus l'absence. Et c'est pour ça que je pense que les thérapies artistiques ou la méditation, le calme, la marche, la nature sont extrêmement favorables justement à retrouver ce plaisir qu'on ne trouve que dans l'excitation, l'alcool, le bruit, la nuit, les gens, etc. Ce que je critique pas, mais c'est pas le seul lieu où ça peut exister. Mm. Émilie, tu as une question Oui, sur les... alors, c'est une question un peu longue d'un spectateur anonyme qui dit, un peu complexe aussi d'ailleurs, j'ai eu un diagnostic de bipolarité et de schizophrénie, mais je subis tellement de déni de mon entourage, surtout ma famille, de ma maladie, que je me demande si je n'étais pas juste capricieux et que j'ai mérité moi-même ces souffrances. Les gens m'associent souvent à un psychopathe. Pourtant, j'ai un insight d'après mes psychiatres. Est-ce un manque d'objectivité? Aussi, est-ce possible d'avoir des traits psychopathiques avec la bipolarité? Ouais. Alors c'est vrai que ces classifications bipolaires, état limite, psychopathe, schizophrène, c'est un peu un fatras, bon, qui est parfois vrai, qui est parfois utile, et il y a des fois dans les formes frontières, c'est extrêmement difficile. Moi, ce que je pense pour répondre à ce spectateur, c'est de lui dire que l'image qu'il renvoie aux autres est de telle nature qu'on ne perçoit pas le degré de souffrance qui est le sien. Et que peut-être lui-même ne le perçoit pas, et du coup a du mal à le laisser transparaître.
et que les gens voient quelqu'un qui est plutôt dans le contrôle, dans le côté impérieux, dans le côté je sais tout, ou au contraire, le côté je ne vaux rien, faites ce que vous voulez de moi, etc. Donc, il y a une espèce de côté extrême. Et du coup, les autres, ils voient une succession de caricatures, alors que la personne elle-même, elle se cherche. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire un travail sur soi pour arriver à, pour exprimer qui on est, ne pas passer par un camailleux de psychopathie, dépression, excitation, délire. Voilà, essayer de se dire, ben voilà, si je donne cette image à voir de moi, ben les autres, à un moment donné, ils sont pas dans moi. Donc, ils voient quelque chose et ben, ils voient du caprice, ils voient quelqu'un qui est capable de faire quelque chose à un moment donné et qui en est plus capable après. Donc, puisqu'il était capable hier, pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable aujourd'hui? Donc, je pense qu'il faut aussi travailler ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, se dire, mais au bout du compte, qu'est-ce que les autres perçoivent de moi ou qu'est-ce que je fais dans ma manière d'être qui fait que les autres perçoivent quelque chose? Et donc, travailler aussi sur cette question de l'apparence, de l'apparence, de quand je m'énerve, qu'est-ce qui se passe, quel mot je prends, pourquoi je le fais. Et voilà, travailler un peu sur l'image qu'on donne, en fait. Plutôt sur est-ce que j'ai un diagnostic bipolaire, schizophrène, état limite, psychopathe. Ce qui est une manière, dans le fond, d'externaliser les choses. Et je pense qu'il faut vraiment se dire, mais en fait, on n'est pas seul. Les autres voient de nous quelque chose. Et ce qu'ils voient de nous, ben, c'est peut-être aussi un travail qu'on n'a pas fait, qu'on laisse apparaître aux autres parce que nous-mêmes, on se cherche. Et donc, faire un travail sur soi, ça me paraît important de comprendre qu'est-ce qu'on donne comme image. Il y a Mélanie qui nous demande comment on fait pour inventer son projet, son alternative. Bonne question. Bah, déjà, il faut commencer à se la poser. Il faut se dire qu'il ne va pas tomber tout seul et qu'il faut essayer de le faire petit à petit, vraiment au quotidien, sur son intérieur, sur le t-shirt qu'on achète en solde, sur la musique qu'on a envie d'écouter, sur marcher sur la plage avec les pieds dans l'eau et sentir les choses. Voilà. Aimer le présent en tant que projet, plutôt qu'avoir un projet qui soit détaché du présent. Et quand j'aurai mon présent, alors je vis. Quand j'aurai mon avenir, je vivrai mon présent. Non, je pense que l'avenir commence maintenant. Et donc, travailler sur l'instant, c'est vraiment la bonne manière de se dire, tiens, en fait, j'ai envie de revivre ce que j'ai vécu aujourd'hui, demain, et ça fait déjà un projet. Mais ce projet, il faut qu'on l'expérimente maintenant pour que ça fasse sens demain. Plutôt que d'être intellectuel, je veux être tailleur de pierre, je veux être artiste, Ça se fera tout seul si c'est notre destin. Mais il faut commencer par maintenant. Mhm. Alors, Marie-Laetitia nous dit, si les autres sont si importants, pourquoi la plupart des psychiatres refusent de mettre la famille dans la boucle du soin en disant que le patient est majeur et qu'on ne peut pas parler à la famille? Fallait-vous Oui, le alors ça j'avoue que c'était un grand énigme de ma vie, je sais pas. Là, j'avoue que oui, on a beaucoup expliqué ça, j'ai appris ça aussi, que il fallait respecter l'autonomie. L'idée est bonne intrinsèquement, c'est de dire qu'effectivement, euh, il y a une interaction forte entre la famille et le patient, et que rencontrer le patient par le truchement de la famille, c'est pas le rencontrer dans sa vérité. Mais en même temps, considérer le patient en dehors de son écosystème, c'est pas le considérer non plus. Donc, je pense qu'il faut avoir, il faut combiner les deux. Il faut des moments où le patient, il est au cœur de la rencontre, et puis d'autres moments, il est accompagné, décrit, participant avec la famille. Dis donc que pour défendre mes collègues, je dirais que c'est chronophage. Parce que c'est vrai que la famille, elle a souvent le sentiment de ne pas avoir été entendue. Et quand elle a la parole, à ce moment-là, elle l'envahit tellement qu'il n'y a plus de place pour le patient. Donc ça, j'ai souvent constaté ça. C'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'il faut que les familles aient des lieux de parole, puisque que le lieu de rencontre du soignant, du patient, soit quand même un lieu de rencontre, pas juste à destination de décharger son angoisse et de décharger sa détresse, puisque dans le fond, ça ferait pour le thérapeute 2 patients ou 3 patients. Et donc là, je pense que c'est important et en fait, c'est tout le temps des questions de co-responsabilité.
Le patient, il doit s'engager, la famille doit s'engager, le thérapeute doit s'engager, jusqu'à quel point il peut le faire sans s'épuiser non plus. Voilà, donc on est dans des économies, en fait, où il faut dire les choses, il faut dire, écoutez, là, j'ai l'impression que vous me parlez trop de vous et plus assez de votre enfant. Pendant ce temps-là, je le vois 5 minutes et je vous garde 1 heure et demie. C'est pas jouable. C'est pas jouable. Même si je comprends qu'il y ait de la détresse, mais à un moment donné, c'est pas rendre service à quiconque. Et ça, c'est parfois des phrases difficiles à dire, donc il faut un certain courage quand on est thérapeute pour dire ces phrases. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi, c'est difficile d'être thérapeute. Si c'est la maladie mentale, c'est vraiment du désordre. Et donc, on a l'impression que si on rajoute une nébuleuse supplémentaire, celle de la famille, dans un désordre déjà assez chaotique, ça va compliquer. Alors qu'en fait, je pense qu'au contraire, les deux désordres s'équilibrent en fait. Mais à condition de les cadrer. Ça, c'est toute la question du cadre. Merci. On reste toujours dans la famille. Il y a Françoise qui nous dit « Comment ne pas se sentir frustré en tant que proche aidant ?» Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une partie d'impuissance. Ouais, ça pose beaucoup la question de l'amour en fait. Est-ce que l'amour, dans le fond, ça peut tout faire? Est-ce que l'amour, c'est du sacrifice? Est-ce que l'amour, c'est de l'impuissance? Est-ce que c'est accepter son impuissance, l'amour? Ça pose vraiment une question philosophique, là, en l'occurrence. Aimer quelqu'un, c'est dans le fond accepter qu'on peut pas l'aider plus que ce qu'on fait. Accepter qu'il nous appartient pas, accepter qu'il y ait une maladie qui se trouve et qui fait entrave. Voilà, c'est quand même un chemin qui se fait pas en 2 minutes, hein. Voilà, donc c'est de la frustration, mais qui doit aiguillonner et de se dire, en fait, au bout du compte, qu'est-ce qui me fait mal? C'est mon impuissance, c'est le fait de ne pas arriver à avoir assez de temps pour partager de l'amour, ou est-ce que le temps d'amour est substitué au temps de soin, c'est-à-dire qu'on est tellement attentif à empêcher l'autre d'être malade qu'on n'a plus d'espace-temps pour dire l'amour. Voilà, je pense qu'il y a, c'est vraiment des questions très, très importantes, hein. Il y a Marie qui nous donne ce témoignage. À chaque difficulté, comme pendant ses études, ma fille a des idées noires. Elle a un besoin vital de trouver un sens à sa vie, comme si pour justifier sa souffrance, elle cherche en elle et exige un amour de vie qu'elle ne ressent pas ou n'accepte pas pour l'instant. Mmh. Certes, l'avoir à 25 ans n'aide pas à savoir qui on est et si on aura une belle vie, ni même ce que cela veut dire. Mais telle une funambule, elle pense à la mort par quête de sens. Comment l'accompagner? Ouais, et c'est très juste. Bah, c'est vraiment l'intellectualisation de la problématique, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un projet grandiose vis-à-vis duquel j'exige d'y parvenir, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sens. Donc on est dans une succession de tensions exigeantes et souvent obsessionnelles, hein, d'un staccanovisme intellectuel ou d'un staccanovisme émotionnel. Et c'est sûr qu'il faut apprendre un peu à lâcher prise, à accepter qu'on n'est pas Dieu, accepter que dans la volonté ne fait pas tout, accepter que la maladie, elle a sa logique et qu'il faut cohabiter avec elle et que la mort, c'est pas juste le refuge quand mon modèle de réussite se trouve en faillite. Voilà, c'est ça le problème, c'est que je m'imagine ne pouvoir réussir ma vie que si je suis comme ça. C'est nous-mêmes, nous tous, on réussit une vie par défaut quelque part. On la réussit parce qu'on la vit, tout simplement. Et je pense que, et ça a été très justement dit, quand on n'a pas un point fixe pour dire je, ben on se projette, on se jette devant vers une identité qu'on voudra parfaite. C'est-à-dire une identité scolaire, une identité d'apparence, une identité de poids, une identité d'amitié. Et alors que, comme toujours, l'avenir n'est possible que si ça passe par le présent. Et donc, ce dont souffre cette jeune fille, c'est vraiment d'avoir du mal à être sereine dans le présent. Et cette sérénité, elle vient du fait qu'effectivement, c'est dur quand on n'est pas suffisamment constitué, qu'on n'est pas suffisamment robuste d'exister sans preuve de son existence. Et c'est la grande détresse de l'aspect psychotique du trouble bipolaire, c'est cette dissolution du sentiment d'identité qui tente d'exister par une identité très parfaite,
caricaturale, alors que l'identité s'apaise que lorsqu'elle est présente dans sa simplicité. Et voilà, c'est là où effectivement la marche, la méditation, la nage, mais pas la nage pour faire de la performance et aller plus vite aujourd'hui qu'hier, mais c'est voilà, et souvent c'est la mise en dialogue avec le corps, mais le corps vécu dans son expérience et pas dans sa performance. Donc oui, je suis très favorable aux thérapies à médiation corporelle pour des gens comme elle. Merci. Mais Sandrine nous dit, je vis une dépression depuis 2020, traitée par antidépresseurs, mais mon organisme l'a bien assimilé. Aujourd'hui, pour trouver le calme intérieur, je suis obligée de faire du sport à outrance avec de la musique à fond, ou bien encore me scarifier afin que mon cerveau se déconnecte. Oui, ça, c'est vraiment un autre aspect de la maladie, c'est l'aspect disruptif, quoi. C'est l'aspect je ne peux pas sentir s'il n'y a pas un fort différentiel dont on parlait tout à l'heure. Et donc, il faut que je me coupe pour me sentir être, il faut que je mette la musique très fort et que j'aille à la limite de l'asphyxie pour sentir que j'existe. Peut-être dans quelques années, on identifiera chez les patients bipolaires un trouble de l'interoception, c'est un besoin pour se sentir, de se sentir très fort. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur s'intéresser au rien, c'est de la feuille qui tombe, c'est travailler effectivement. Il y a des collègues allemands qui, pour des personnes qui ont ce type de difficultés, proposent, lorsqu'ils sentent que ça va mal, des blocs de glace, la glace, à mettre sur leurs mains, pour, dans le fond, aller, donc, faire quelque chose par eux-mêmes, parce que c'est souvent l'impuissance qui renvoie à la nécessité d'un delta. J'arrive pas à savoir qui je suis, et donc si j'entraîne un fort différentiel, le différentiel va me dire qui je suis par le différentiel que ça induit. Je suis celle qui n'est pas celle qu'elle était tout à l'heure. Donc je suis, puisqu'il y a un différentiel. Donc on voit que la question de qui je suis se pose en delta. Si je change de l'état A à l'état B, il y a donc un changement, ce changement est évident, donc il y a bien quelqu'un qui a changé, donc c'est moi. Vous voyez, cette espèce d'identification de soi par le changement de soi. Et donc, par rapport à ça, donc, il propose aux gens de mettre en œuvre quelque chose par eux-mêmes, donc de reprendre la maîtrise par quelque chose qui va être médié par le corps et la physique, le froid. Et quand le froid est là, le sentir et se dire, bah voilà. Et c'est pas la peine de se couper pour sentir parce que c'est fugitif. Et puis, une fois que ça a eu lieu, ça n'a plus lieu, quoi. On peut pas le refaire. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Et alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde, mais c'est sans doute des stratégies que chacun peut mettre en œuvre pour que son corps ressente. Et pas que ça ressente, c'est moi qui mets en œuvre. Alors, Laurent nous dit, donc bonsoir, mon père a été diagnostiqué bipolaire. J'ai été diagnostiqué bipolaire, mon neveu est persuadé d'être bipolaire. Est-ce que c'est sûr, est-ce qu'on est sûr du caractère héréditaire de la maladie ou y a-t-il une part de mimétisme? Oui, c'est toujours l'inné, l'acquis. Bon, non, il y a quand même énormément de génétique, hein, ça, on peut pas le nier. Après, la génétique, chacun la vit à sa sauce parce qu'il y a des facteurs de protection. On voit des jumeaux monozygotes, ils sont pas forcément malades, les deux, hein. Donc, la génétique est présente, mais il y a quand même des phénomènes environnementaux, des phénomènes de facteurs de protection. Je pense qu'on réfléchit trop en facteurs de fragilité et pas assez en facteurs de protection. Je le dis chaque fois. Je pense que il y a effectivement une génétique commune chez tout le monde, hein, dans cette famille, mais une expressivité différente déjà parce que personne n'exprime pareil. Et puis il y a aussi des facteurs de protection. Certains vont plutôt intérioriser, d'autres vont plutôt faire du sport, d'autres vont plutôt intellectualiser. Je pense que l'idée, c'est d'essayer de se dire, bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait spontanément, parce que notre intelligence est supérieure à nous, à notre corps. Et je pense que chacun d'entre nous, on trouve déjà des stratégies. Ces stratégies, elles sont souvent initialement bonnes. Après, c'est leur caractère répétitif et plus assez inventif qui les rend pathologiques. Mais c'est pas qu'intrinsèquement elles sont mauvaises. Hein, la jeune fille tout à l'heure qui intellectualisait beaucoup et qui se jetait des défis, intrinsèquement, c'est pas mauvais. C'est mauvais quand on fait plus que ça.
Donc, je pense que le mimétisme, entre guillemets, c'est quelqu'un qui, effectivement, a peut-être vu autour de lui une stratégie parce qu'il l'a vue et qu'elle lui a convenu à un moment donné. Et c'est sûr que ce serait bien qu'il en invente une à lui. Mais non, le caractère mimétique, bien sûr, mais il est pas prédominant. Il est plutôt une stratégie observable chez quelqu'un qui a vraiment cette fragilité. Il y a un spectateur qui nous demande comment accepter les pertes de chance, les dégâts causés à soi et aux autres, toutes les conséquences du trouble, accepter ce qu'on a vécu dans la douleur, soit avant le diagnostic, soit lors des phases d'état. On ne peut pas toujours ignorer le rétroviseur, les souvenirs sont toujours là. Oui, c'est vrai. Non, on peut pas ignorer, ça c'est sûr, il faut même s'en souvenir. Mais il faut s'en souvenir que comme d'un souvenir. Et un souvenir, ça s'estompe. Et ça laisse, justement, le cerveau est assez bien fait pour que le cerveau puisse apprendre de nouvelles choses. Et pour ça, il faut que le souvenir de ce que nous avons vécu ne prenne pas toute la place, sinon il n'y a pas de place pour du nouveau. Donc je pense qu'il ne s'agit pas d'oublier, mais il s'agit peut-être de recomposer. Dire, bah oui, à ce moment-là, j'ai fait ci, j'ai fait ça ressemblait à ça que j'ai fait à un autre moment, qui peut paraître différent, mais en fait, c'était pareil. Et je me rends compte que hier, j'ai encore fait pareil. Voilà. Essayer de mettre en abîme les choses, donner un peu de sens. C'est pas l'ignorer, mais c'est, dans le fond, l'expliciter et pas se résumer à ça. Voilà, il ne s'agit pas du tout de l'oublier et de l'annuler, parce que c'est une réalité. Et je trouve que le réel, c'est vraiment notre maître. Mais c'est notre maître dans la mesure où on ne le considère pas comme de la violence. Le réel, c'est pas de la violence, c'est ce qu'il est. Et c'est quand il nous heurte qu'il est violent, mais il nous heurte parce que ben, justement, on n'est plus dans une inventivité. Que la vie, c'est quand même ce qui change tout le temps. Donc, à partir du moment où on est dans la répétition du souvenir de oui, il y a ça, je me souviens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je peux pas me permettre d'oublier, j'ai la culpabilité de. Il y a aussi une commodité là-dedans, il y a une espèce de confort de la culpabilité. Et parce que c'est plus rassurant la culpabilité que de se dire, ben, en fait, qu'est-ce que je vais inventer demain en sachant que les casseroles, je les ai quand même. Mais il faut que j'invente avec des casseroles. Donc, il faut faire une symphonie casserolesque. Donc, ça, c'est plus subtil. C'est vrai, vous parlez de ça. J'ai déjà eu des témoignages où des personnes disent, au lieu de rester dans le schéma traumatique, donc suite à un traumatisme psychologique dans les troubles bipolaires, c'est plutôt dire j'ai besoin de nouveaux souvenirs. Oui, c'est très juste. Oui, je suis d'accord. Et nouveaux souvenirs, c'est de nouvelles expériences. Mais le souci, c'est vraiment, on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de conduite à risque. Parce qu'on demande aux expériences d'être réparatrices de blessures d'avant. Et une expérience, ça doit pas être réparateur. Une expérience, ça doit être expérimentateur, ça doit être de l'étonnement. Et c'est là où il y a besoin d'être aidé, de partager des choses avec des gens, pour pas que l'expérience soit systématiquement, dans le fond, une revanche sur ce qui n'a pas eu lieu. Un rattrapage. Alors, Cette moi, remarque. il y a une expérience de vie de Pascal qui dit, j'ai mis des années avant d'être diagnostiquée, puis presque 5 ans à me réinventer, sans toutefois pas pouvoir travailler, car le stress que me procure systématiquement le monde du travail me fait rechuter. C'est le bénévolat dans divers domaines qui donne un sens à ma vie, et notamment le DU de père aidance qui m'a permis de retrouver une estime de soi. J'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé avant et d'avoir gagné ma vie, mais comment les jeunes bipolaires, s'ils ne sont pas accompagnés financièrement, peuvent-ils réinventer leur vie? Ouais, c'est sûr. Il faut quand même un minimum de moyens, il faut une allocation, il faut des lieux où on peut expérimenter des choses gratuitement, bien sûr. L'argent, on en est avec des patients qui ils me disent, vous savez, 1 euro, c'est énormément d'argent. Voilà, on est dans une paupérisation du monde maintenant quand même très très nette. Alors, moi, je suis bédant, je suis un grand amateur d'hôpital de jour. Je trouve que c'est un lieu quand même pour du partage, où on peut vivre des choses avec des gens de sa tranche d'âge. Euh, Parce qu'en fait, au bout du compte, l'argent, ça sert souvent à expérimenter, prendre un café ensemble, aller en concert, c'est partager quelque chose. Donc au total, l'argent sert au partage, au sens où il nous nourrit. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver des structures de partage
comme les GEM, comme les hôpitaux de jour, comme enfin, il y a plein de structures, hein. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'après je vais en oublier. Donc, mais voilà, je pense que c'est vraiment considérer que le partage, c'est la plus grande richesse. Mais évidemment, il faut quand même un peu d'argent pour le partage. Et pour nous, les soignants, il faut vraiment qu'on réfléchisse à des soins qui favorisent les partages. Nous, on essaie de faire des visites de musées, des expériences avec des chorégraphes, voilà, vivre des choses qui, qui se font parce qu'on partage et que c'est des expériences nouvelles. Mais il y a Merci. beaucoup à inventer là-dessus. Il y a encore beaucoup de questions qui n'ont pas forcément un rapport très direct, mais je vous lis quand même celle de Colette. Bonjour, si j'observe un deuxième épisode maniaque chez mon fils dans les années qui viennent, à qui devrais-je m'adresser si son psychiatre en ville est en vacances? La première fois, c'était un passage aux urgences et cela a créé un gros choc. Si la situation se représente, je n'oserais plus appeler le 15 et je me demande toujours ce que je devrais faire. Mais il faut lui en parler tout simplement. Et il faut lui dire, écoute mon chéri, tu as une maladie qui a un haut risque de rechute. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse si tu rechutes? Voilà, il faut aborder la question tranquillement. Et ce qu'il faut faire quand il va mal, c'est aller aux urgences quand même. Mais aux urgences dans un état d'esprit où c'est un lieu d'accueil et c'est pas un lieu de gestion. Voilà, c'est là où c'est la manière dont on fait les choses qui change. Sinon, on pourrait dire que toutes les prises en charge se ressemblent, sauf qu'elles se ressemblent pas parce qu'on n'est pas dans le même état. Merci, monsieur. Bonne leçon pour moi-même. Blandine? Oui, on a une question sur l'acceptation de son trouble bipolaire ne passe-t-elle pas forcément par s'informer et connaître sa pathologie, voire utiliser ou créer des outils afin de comprendre et de faire un historique sur son trouble, par exemple? Ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui ont besoin, dans le fond, de quantifier leurs troubles. C'est-à-dire de dire, ça a commencé à tel âge, il y a eu tel symptôme, ça a recommencé comme ça, le traitement m'a fait ci, m'a fait ça. Donc, il y a besoin, et comme il y avait un besoin d'une description excellisée, de pixelisée, on pourrait dire, de son existence, pour que les points dessinent vraiment un trouble bipolaire. Et c'est tout à fait respectable. Il y en a d'autres qui sont plus dans l'opposition, déjà, en disant non, moi j'ai rien. C'est une manière aussi de trouver sa place. Je pense qu'il y a plusieurs manières de trouver sa place. L'information, elle est présente. Dans le fond, je pense que les gens qui sont concernés savent beaucoup de choses. La question, c'est comment est-ce qu'on peut l'assimiler. Voilà. Et moi, le terme psychoéducation, ça me hérisse un peu. Je pense que les gens, ils ont la télé, ils ont vu plein de films, ils ont vu plein de... En plus, c'est un sujet qui nous concerne, donc on a vu plein de trucs. Donc, on sait beaucoup de choses. La question, c'est comment est-ce qu'on peut se dire, ah bah ouais, mais au bout du compte, moi aussi. Voilà. Et c'est ce passage qui nécessite de l'apaisement, qui nécessite de l'accompagnement et qui nécessite justement de l'invention. C'est-à-dire comment ce que je sais sur la répétition, sur le risque de rechute, sur le risque addictif, sur les troubles cognitifs, sur les éléments caractériels, sur les difficultés de couple. Comment ça, bien que je le sache, ça peut me concerner. Et effectivement, c'est dans la discussion, on arrive toujours au bout du compte à une discussion, un travail psychologique, hein. Enfin, le mot travail, j'aime pas le travail psychologique, mais une question en tout cas d'interrogation. De toute façon, on travaille tout le temps quand on est malade, donc on fait pas plus de travail psychologique qu'on en fait, mais simplement, on fait un travail avec quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre crée un différentiel. Donc les thérapeutes, ça sert à ça, ça sert à pas penser en rond. Alors, on a Céline, pardon, qui vous remercie encore une fois pour votre présentation. Vous avez du succès. Donc, comment fait-on quand la personne en phase maniaque a l'impression de vivre sa vie comme elle l'a toujours voulu, avec l'envie de liberté totale, afin de l'aider à identifier les signes de sa bipolarité?
Elle risque de nier les signes de sa maladie et pourrait entrer en opposition à sa perception. Oui, c'est vrai. Oui, oui, on a ça beaucoup, bien sûr. Ben, l'idée, c'est de dire que c'est pas que blanc. Voilà. Il y a aussi ben, des moments où on s'irrite, des moments où on s'angoisse parce qu'on se jette des défis importants. Il y a des moments où et on peut se poser la question, et si ça marchait pas? Parce que j'ai beau être Dieu, à un moment donné, si je suis Dieu, ben, c'est bien, mais en même temps, j'ai la responsabilité de l'humanité sur mes épaules. Donc rien n'est simple, en fait. Et faire advenir la complexité là où les gens sursimplifient. J'ai tout compris, il n'y a que comme ça qu'il faut faire, c'est ma 5e Mercedes parce que je suis sûr que je vais la vendre le double du prix que j'ai, etc. Ok, c'est bien, mais si tu la vends pas, comment est-ce qu'on fait? Ça fait des angoisses, où est-ce qu'on la met? En fait, l'idée, c'est de montrer que les choses, elles sont pas linéaires. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on montre que c'est faux. Non, mais c'était une 5 Mercedes, ça n'a aucun sens, tu t'es ruiné, etc. Au lieu de dire, bah oui, 5 Mercedes, pourquoi pas 7 d'ailleurs, mais où est-ce qu'on va les mettre? Et puis si on les vend pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre projet? Montrer que les choses sont plus compliquées, bien qu'elles paraissent très simples. L'exemple que je donne tout le temps à mes étudiants, c'est Dieu, quoi. Dieu, normalement, il n'y a rien au-dessus, quoi. Ah, sauf que si je suis Dieu, j'ai quand même des responsabilités de Dieu. Et voilà, je suis beau avoir tout compris sur l'humanité, le boson, le photon, le cosmos. À un moment donné, il y a le trou noir et qu'est-ce que je fais derrière, quoi? Voilà, l'idée, c'est pas d'aller contre, c'est de dire, OK, ouais, super, c'est génial, pourquoi pas? Parce que souvent, c'est pas bête, hein, mais c'est quand même compliqué. Et ça crée de l'angoisse, et ça crée de l'insomnie, et ça crée du conflit. Donc c'est pas si facile. Amandine, Ben, tu as du mal à choisir, hein? oui, oui, je relis. On a une quarantaine de questions en cours, Oh là, là presque là, 50. Donc, le pauvre docteur. Non, non, mais il y a une limite, il y a une limite. donc Quand c'est même, vrai qu'on essaye de regrouper les questions par Par thématique, ouais. sujets qui interviennent au fur et à mesure que les questions arrivent. Mhm. Et là, c'est vrai qu'on a abordé énormément de choses et on se rend compte que c'est un vaste sujet qui mériterait bien plus que 2 heures. Il y a une question de Michel, et je pense que ça va être la dernière. Je suis diagnostiquée TDAH et bipolaire. Quel est le lien entre les deux? Et comment l'un peut alimenter l'autre? Et comment se détacher de tout ce chaos pour construire son nouveau projet de vie? Hmm. Alors là aussi, on est dans comme je disais tout à l'heure, dans des problématiques de classification. Disons que le spectateur a des signes qu'on identifie aujourd'hui dans 2 cases, mais peut-être dans 5 ans, on aura d'autres cases. Donc, faut pas non plus dire qu'on a une vérité face à soi. Disons qu'il y a un trouble cognitif attentionnel qui est réel et qu'on trouve chez énormément de bipolaires, mais on trouve des gens qui ont des troubles attentionnels sans bipolaire et des bipolaires avec moins de troubles attentionnels. Donc, c'est pas en soi, mais c'est très fréquemment associé. Et c'est plutôt à concevoir comme un style neurocomportemental, neuropsychologique, dans lequel on a une configuration cérébrale, dans laquelle on a un cerveau qui va très vite, qui a du mal à fixer son attention, et dans cette manière d'aller très vite et de fixer son attention, une tendance à donner une valence émotionnelle forte à des symptômes, à des signes de la vie. Par exemple, je sais pas, attacher de l'importance à des détails, puis tout d'un coup, de détail en détail, on va loin. Donc, il y a une espèce de lecture en abîme du monde, en même temps qu'on va très vite. Donc, en fait, on va à la fois très vite et à la fois on se perd. Et donc, c'est plutôt l'idée de se dire, ben, en fait, c'est pas deux diagnostics, c'est un état neurobiologique qui se manifeste avec 2 troubles particuliers, 2 facettes, en fait, d'une même problématique. Et ben, est-ce que aider l'une, ça aide l'autre? C'est déjà une bonne question. Est-ce que d'améliorer le TADA, ça améliore le trouble de l'humeur ou pas? Est-ce que, dans le fond, faut peut-être stabiliser bien le trouble de l'humeur et à mettre après, dans un deuxième temps, du méthylphénidate? Et puis, c'est peut-être des moments dans la vie où peut-être le trouble attentionnel, il est venu parce qu'il y a un effet, il y a un hyper-concernement. C'est souvent les gens qui sont dans ce trouble-là, sont en hyper-vigilance. Et à force d'être en hyper-vigilance, un peu comme un obsessionnel qui voudrait être sûr que rien lui échappe, ben en fait, tout lui échappe parce qu'il veut tout contrôler.
Donc, il y a peut-être ce trouble attentionnel par excès d'attention et pas par défaut d'attention. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller dans la finesse et que moi, si je suis obligé de faire attention à trop de choses, à la fin, je fais attention à rien. Mhm. Donc voilà, donc mon trouble attentionnel, il vient peut-être d'un excès attentionnel, et cet excès attentionnel, il vient de ma difficulté à, dans le fond, à embrasser le monde de façon compréhensible. Mhm. Oui, Merci. alors, je pense qu'il est quand même 20h55. Je vais vous poser la question de Cécile, qui résume quand même l'opinion de beaucoup de personnes. Je vous remercie. Je suis diagnostiquée depuis 10 ans en phase d'acceptation et de construction de projets de vie en formation de père aidance. J'adhère à vos propos. C'est pas vraiment une question, mais je pense que c'était... Ça me fait plaisir. Ça Voilà. me fait plaisir. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on va arrêter là. On ne Mhm. vous en voudra pas parce qu'il est quand même assez tard et que vous nous avez consacré énormément de temps, monsieur. On vous Merci remercie beaucoup. infiniment. Merci beaucoup. Merci, Certainement, Philippe. à très bientôt. Merci à vous, merci de votre attention, ça m'oblige à réfléchir et je vous remercie. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.